Allez, on va parler des réformes, du grand le cas. débat. 2 jours de débat à l'Assemblée nationale, 2 jours dans un hémicycle quasiment vide. Est-ce que le format était le bon ? Écoutez, en tout cas, c'était important de donner la voix aux parlementaires. Moi, j'étais hier dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale pour le débat sur la thématique démocratie, citoyenneté. C'est important que ce débat-là, par définition, mais les autres aussi, puisse avoir lieu avec les représentants de la nation. Après, c'est à eux de savoir s'ils souhaitent se rendre dans l'hémicycle, écouter les débats, y participer. L'opposition accuse la majorité de vouloir faire traîner le débat en longueur, peut-être pour enjamber les européennes, peut-être parce que la porte de sortie n'est pas si simple à trouver. Est-ce que l'opposition a raison? Est-ce que le débat ne traîne pas un petit peu trop Dès le départ, on a annoncé le calendrier du débat. On a annoncé qu'il y avait d'abord ce temps de dialogue, d'écoute, de débat dans les territoires avec les Français. C'était les réunions d'initiative locale, il y en a eu plus de 10 000. Qu'ensuite, il y avait des réunions nationales avec les syndicats, les associations d'élus, les associations tout court. Moi, je suis en charge d'associations, j'étais très attaché à ce moment. Les conférences citoyennes, où des Français tirés au sort dans chaque région et des jeunes tirés au sort dans toute la France pour une conférence spéciale jeunes se sont exprimés. Et là, on est dans le temps parlementaire. Et les oppositions, vous savez, elles cherchent systématiquement à trouver un moyen de critiquer et de s'opposer. C'est d'ailleurs, à mon avis, la première chose à laquelle elles pensent en se levant le matin. Imaginez si aujourd'hui on disait, allez, c'est fini, et puis on arrête le grand débat. Qu'est-ce qu'elle dirait aujourd'hui? Elle dirait, mais attendez, vous n'avez pas respecté le temps du Parlement, vous n'avez pas interrogé les parlementaires, vous n'avez pas permis aux parlementaires de s'exprimer. On le fait, et elles nous disent, c'est trop long. Est-ce qu'elles ont tort quand Christelle elles disent Bertrand. que le gouvernement tâtonne un peu? La porte de sortie pour vous commence à se dessiner? Vous commencez à y voir plus clair sur ce que le gouvernement va proposer, le chef de l'État va proposer comme porte de sortie? En tout cas, ce qui s'est clarifié avec ce grand débat, c'est des thématiques très fortes qui sont remontées des territoires et des Français directement. Et tout ça va être encore plus clair lundi, puisqu'il y a un grand moment de restitution publique. Tout ça va se faire encore dans la parfaite transparence, de restitution de ce qu'un certain nombre de personnes, qu'un certain nombre d'organisations ont perçu, ont ressenti du grand débat dans les territoires. Ça sera l'événement de lundi. Puis le Premier ministre va s'exprimer. Il va s'exprimer sur le constat, sur ce que le gouvernement, la majorité, retire de ce grand débat. Et après, maintenant dans quelques jours, le président de la République s'exprimera et donnera sa réponse là politique. Aussi, le calendrier s'est retenu. Oui, mi-avril. Mi-avril, Emmanuel Macron. Mi-avril, comme ça a été annoncé. Sur le fond des mesures, après les 10 milliards d'euros accordés au mois de décembre, est-ce que pour vous, il faut donner un nouveau coup de pouce au pouvoir d'achat? Est-ce qu'il faut à nouveau sortir le chéquier? Écoutez, je vous remercie de rappeler d'abord cette première réponse de 10 milliards d'euros. On ne le fait pas toujours. C'est une réponse massive qu'il y a eu en décembre, avec l'augmentation de la prime d'activité, avec la prime Macron versée dans les entreprises. Il y a 2 millions de salariés qui ont reçu en moyenne, je crois, 400 euros, avec la défiscalisation des heures supplémentaires, avec l'annulation de la hausse de CSG pour beaucoup de retraités. Tout ça, c'est une première réponse de pouvoir d'achat qui est massive. Est-ce qu'il en faut une autre dans le cadre de la réponse au grand débat? C'est le président de la République qui le décidera. Mais pour vous, elle est nécessaire? Les mesures institutionnelles ne suffiront pas, il va falloir donner des mesures de pouvoir d'achat? Alors, d'abord, je pense que les mesures institutionnelles, elles sont importantes, mais ce n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse au grand débat. Il y a des enjeux qui sont aussi très structurants sur la ruralité, sur la présence des services publics dans les territoires, sur l'accès aux services publics. La question du pouvoir d'achat, elle est aussi remontée, évidemment, notamment pour la question des retraités. Donc, pour moi, il peut y avoir des réponses sur cette question du pouvoir d'achat. Mais ce qui m'importe, c'est aussi que les réponses, les dépenses nouvelles, elles soient financées. On assiste aujourd'hui à une irresponsabilité totale des oppositions sur ce sujet. Qu'on entende la France insoumise ou les communistes expliquer qu'il faut dépenser, dépenser, dépenser sans compter, j'ai envie de dire, c'est pas très nouveau. Qu'on entende les Républicains, qui est censé être le parti de droite républicaine, qui classiquement sont a priori attachés à l'équilibre des comptes publics et à la maîtrise des dépenses. Qu'on les entende aujourd'hui tenir le même discours que la France insoumise, c'est-à-dire dire il faut ouvrir grand les vannes, il faut annuler des recettes sans se poser la question des déficits, je trouve ça hallucinant. Et vous comprendrez que moi, ça me frappe en tant que membre du gouvernement, mais aussi en tant que jeune. Parce que quand on prend des décisions comme celle-là aujourd'hui, quand on dit que finalement les déficits, la dette, on s'en fiche, en fait, c'est ma génération, c'est les jeunes générations qui vont devoir assumer ces choix-là plus tard. C'est ma génération qui va devoir casquer, excusez-moi du terme, et à chaque fois qu'on prend ces décisions, c'est comme si on contractait un emprunt sur la tête de tous les jeunes dans le pays. Et l'attitude des Républicains sur ce sujet-là, elle est totalement irresponsable. Alors vous dites qu'il faut faire aussi rentrer de l'argent pour pouvoir en dépenser. Bruno Le Maire, lui, a annoncé une baisse de la pression fiscale. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment ça va se traduire exactement ?
Alors, par définition, c'est le président de la République qui l'annoncera. Ce que Bruno Le Maire dit, mais c'est d'ailleurs ce qu'on est un certain nombre à dire depuis longtemps, et ce qui est d'ailleurs la ligne de ce gouvernement, c'est que ce qu'on souhaite, c'est pas augmenter les impôts, c'est au contraire les baisser quand c'est possible. Et c'est ce qu'on a fait depuis 2 ans, quand on a diminué la pression sur les salaires en baissant un certain nombre de cotisations salariales. C'est ce qu'on a fait avec des choix fiscaux pour relancer l'attractivité, relancer l'économie. Et si on peut le faire, moi je suis évidemment favorable à ce qu'on aille plus loin en sortie du grand débat, en baissant par exemple l'impôt sur le revenu. Gérald Darmanin avance l'idée de la suppression de la redevance audiovisuelle, vous êtes d'accord ? Je pense que c'est un débat qui se pose. J'avais déjà eu l'occasion de le dire quand j'étais député, puisque je travaillais sur les questions d'audiovisuel précisément. Elle se pose de toute façon, puisqu'on va supprimer la taxe d'habitation et qu'aujourd'hui, la redevance audiovisuelle, elle est récoltée, entre guillemets, en même temps que la taxe d'habitation. De toute façon, la question, elle doit se poser. Et c'est vrai qu'on peut considérer qu'il y a une forme d'injustice, puisqu'il n'y a pas de progressivité et que tout le monde paye la même chose. Mais ce qu'il faut, c'est garantir à ce moment-là des recettes pour l'audiovisuel public. Donc, par exemple, faire des choix sur la publicité ou sur d'autres modes de recettes qu'on peut imaginer. Gabriel Attal, vous travaillez aux côtés de Jean-Michel Blanquer. Aujourd'hui, nouvelle journée de mobilisation des instituteurs et des parents d'élèves. Vous disiez qu'elle allait être peut-être plus large que la dernière. Est-ce que vous parleriez encore de gréviculture ? Non, je dirais pas ça. Parce que je comprends qu'il puisse y avoir des inquiétudes. Vous savez, être professeur, être enseignant, c'est un engagement très fort. C'est des conditions de travail qui sont parfois difficiles. Ça peut être des tensions, ça peut être parfois même des violences. On en a parlé régulièrement. Et moi, je comprends que certains puissent s'interroger, puissent se poser des questions, puissent avoir des inquiétudes. Et précisément, si je suis là aussi, c'est pour y répondre. On a vu circuler sur le projet de loi École de la confiance beaucoup de contre-vérités, beaucoup de fausses informations. Comme quoi, par exemple ? Et c'est important d'y répondre. Par exemple, on a expliqué qu'avec les établissements publics des savoirs fondamentaux, qui ont cette idée de rapprocher les collèges et les écoles primaires, ça allait éloigner les écoles primaires des familles, ça allait supprimer les directeurs d'écoles primaires. Alors que c'est totalement faux. Ça ne va pas supprimer les directeurs d'école Ça ne va pas supprimer les directeurs d'école primaire qui continueront à travailler pour l'école primaire, qui continueront à être en lien avec les familles. Un directeur de collège et un directeur d'école primaire dans ces grands ensembles. Il peut y avoir un directeur de l'établissement public des savoirs fondamentaux. Il n'y aura qu'un seul directeur pour tout l'établissement. Et un premier adjoint, j'ai envie de dire, en charge de l'école primaire. Mais vous savez, la logique de ça, c'est de s'adapter aux innovations qui existent sur les territoires. Il y a quelques jours, j'étais en Indre-et-Loire. Il y a une petite commune là-bas où il y a une école primaire. Depuis quelques années, ils ont développé un truc, c'est que vous avez un prof de maths du collège, qui n'est pas très loin, qui vient donner des cours de maths, en plus des cours dans l'école primaire, aux jeunes qui sont en CM2. Donc le prof de maths, il vient du collège, il donne aux jeunes qui sont en CM2 dans l'école primaire des cours de maths pour les préparer à l'arrivée au collège, parce qu'on sait que ça peut être une rupture un peu brutale. Ça, ils le font alors qu'il n'y a pas de cadre institutionnel qui le permet normalement, mais surtout qui permet de le garantir que ça continue si le prof est muté, par exemple, ou autre. Donc ce qu'on veut faire avec les établissements publics des savoirs fondamentaux, c'est permettre que des initiatives comme celle-là, elles puissent se multiplier partout sur le territoire pour que ça soit plus fluide, entre guillemets, entre l'école primaire et le collège. Et on va parler de votre dossier, le service national universel. En juin, 13 départements vont l'expérimenter, départements pilotes. Combien de volontaires se sont inscrits à ce jour ? Alors, ce que je peux vous annoncer, c'est qu'on a maintenant, d'ailleurs depuis quelques jours, dépasser le nombre de volontaires nécessaires pour lancer la phase pilote. On est quasiment à 3000 volontaires qui ont été recensés, alors que c'est 2000 jeunes qui seront appelés au service national en juin prochain, ce qui montre qu'il y a un intérêt très fort des jeunes pour ce dispositif, ce qui nous impose d'être à la hauteur. Vous allez devoir faire un choix. Oui, on va devoir faire des choix dans plusieurs départements. Il va falloir faire des choix. Et ben, le choix sera fait pour garantir que les jeunes qui seront appelés au service national représentent la diversité de la jeunesse. Moi, ce qui m'importe, c'est que... des critères, quoi. Ce que je veux, c'est qu'on n'ait pas, par exemple, uniquement des jeunes scolarisés, mais qu'on ait aussi des jeunes apprentis, des jeunes décrocheurs, des jeunes en situation de handicap, et que sur les jeunes scolarisés, on n'ait pas que des jeunes du même milieu social ou du même lycée au sein du territoire, mais qu'on ait une diversité sociale. Vous allez le faire, ce service national, vous avez annoncé ? Oui, je vais le faire, parce que ça me semble Comment ? De quelle manière ? Je vais le faire en itinérant, c'est-à-dire qu'il y a 13 centres du service national pilote pour juin prochain. Ça dure 12-13 jours, donc je vais aller passer une journée, une nuit dans chacun des centres en uniforme, parce que c'est important quand on met en place une réforme qui est nouvelle
c'est une création française, hein, ça n'existe même pas à l'étranger, qui va concerner toute la jeunesse. Je suis encore à peu près jeune, donc justement. ça me semble normal d'aller Gabriel tester Attal. sur le terrain ce que je mets en place.